Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur la méthanisation, webinaire organisé par France Gaz Renouvelable. Nous sommes en direct depuis ce studio parisien ce mercredi matin de MM Conseil. Nous allons parler méthanisation et ressources fourragères avec cette question d'une étude en particulier qui va vous être présentée dans quelques instants sur la problématique de la concurrence éventuelle ou non de ces ressources fourragères entre la méthanisation et l'élevage, par exemple. Nous allons y revenir avec les invités que je vous présente immédiatement. Vous êtes l'organisatrice de ce webinaire, Cécile Frédéric, déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Bonjour à tous. Vous allez intervenir dans un instant pour nous rappeler le contexte et l'objectif que vous vous êtes fixé avec cette étude. Je voudrais vous présenter Jean-Marc Onno. Bonjour, monsieur Onno. Jean-Marc Onno, vous êtes avec nous en direct de Bretagne, vous-même, de votre exploitation. Je rappelle que vous êtes agriculteur. On vous a vu intervenir dans nos webinaires précédents sur la méthanisation. Bonjour. Vous êtes un des pionniers. Bonjour, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes un des pionniers de la méthanisation agricole puisque vous avez été un des premiers à installer une unité il y a une douzaine d'années. Vous êtes éleveur de porc en Bretagne, vous êtes vice-président de l'association des méthaniseurs de France. Et puis deux experts, deux consultantes, deux ingénieurs. Clémence Grosse qui est avec nous ici à Paris, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes ingénieur agro-paritech, consultante chez iCare, agriculture, biomasse. Vous accompagnez vos clients sur ces sujets. De la même façon que Céline Laboubé. Bonjour, Madame Laboubé. Vous êtes avec nous depuis Toulouse, vous. Solagro, alors, autre cabinet conseil comme iCare. Vous êtes ingénieur agro Toulouse, chef de projet bioénergie chez Solagro depuis plus de 13 ans et vous accompagnez agriculteurs, même collectivités locales dans la maîtrise d'ouvrage notamment et dans le conseil autour de ces questions de bioénergie. Je reviens à vous, Cécile Frédéric. On va démarrer, peut-être nous rappeler le contexte et pourquoi cet angle se focus cette fois-ci sur ce sujet de la méthanisation et puis peut-être évoquer alors le contexte dans lequel tout ça se déroule et l'étude elle-même. Alors tout à fait, en fait, France Gaz Renouvelable, pour situer le contexte un peu plus large dans lequel aujourd'hui la méthanisation et les gaz renouvelables se positionnent, nous avons voulu mener un certain nombre d'études dans le cadre de nos travaux du CSF et pour France Gaz Renouvelable. Et notamment sur la question de la biomasse, qui est aujourd'hui un sujet prégnant pour définir qu'est-ce que sera demain la politique énergétique, notamment de la France. Et donc, si on peut passer à la première slide, donc France Gaz Renouvelable a mené avec d'autres acteurs du monde de l'énergie une analyse approfondie des études existantes sur les gisements de biomasse mobilisables pour l'énergie. Ce travail donc, qui permet aujourd'hui de conclure que la France dispose d'un potentiel mobilisable de production de méthane renouvelable de près de 400 TWh à l'horizon 2050, donc ce qui est énorme, en s'appuyant sur différentes technologies, que ce soit la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification ou la gazéification hydrothermale. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le potentiel biomasse méthanisable qui tient compte évidemment du respect de la priorité des usages, donc des usages alimentaires avant tout et de matière, et qui montre que nous avons un potentiel pour 2050 de près de 142 TWh de biométhane potentiellement produit. Donc un peu plus du quart de ces 400 TWh potentiels d'ici à 2050. C'est cela. Nous avons pris des hypothèses extrêmement conservatrices puisque, par exemple, ce potentiel est issu de la production de cives avec une hypothèse de mobilisation de 50% des ressources sur cette catégorie et qui nous permettrait d'atteindre une production de 51 TWh. À cela s'ajoute 31 TWh de résidus de culture
basé sur une production de 62 millions de tonnes de matière sèche, dont nous estimons que seulement 20% pourraient être dirigés vers la méthanisation. Donc encore une fois, des hypothèses extrêmement conservatrices pour ne pas entrer en concurrence avec d'autres usages. Et enfin, 13 TWh issus d'herbes et de fourrage. Nous allons revenir aujourd'hui sur la question des fourrages. Et 27 TWh issus d'effluents d'élevage. Donc, à cela s'ajoutent d'autres gisements, par exemple la méthanisation d'algues ou de déchets de ménage et des collectivités ou des entreprises. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une obligation pour ces collectivités et ces entreprises de gérer ces déchets. Donc, certains iront vers la méthanisation. Il y a toujours, enfin, les déchets issus de ce qu'on appelle les installations de stockage de déchets non dangereux et les déchets résiduels, et enfin, les déchets d'industrie agroalimentaire. On voit bien donc qu'on a un potentiel extrêmement important, et par rapport à la production actuelle, donc annuelle aujourd'hui de biométhane, qui était, je le rappelle, en 2021 de 6,4 TWh, on est très loin d'utiliser le gisement potentiel. Voilà ce que je voulais mettre en exergue ce matin avant de commencer et de parler de l'étude. Alors, vous avez noté que ce serait très documenté, technique, mais c'est l'objet. Vous êtes nombreux, un peu plus de 150 inscrits, déjà plus de 80 en ligne avec nous, et vous êtes notamment des utilisateurs d'unités de méthanisation, mais aussi beaucoup de représentants de collectivités territoriales intéressés par ces sujets. Donc, d'où les précisions que Cécile Frédéric comptait apporter avec nos expertes et Jean-Marc Conneau. Comptait vous apporter pendant ce webinaire. Tout ça pour vous dire que, comme vous l'a signalé à l'instant Hugo Roncin, si vous souhaitez intervenir à travers des questions que je relayerai auprès de nos expertes, vous l'inscrivez sur le chat du webinaire et j'essaierai de relayer un maximum de questions. Je me tourne maintenant vers Céline Laboubet, donc pour la première explication. D'abord, peut-être, avant que l'on parle de l'étude elle-même, la méthode et la façon dont vous avez procédé. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, effectivement, pour parfaire le contexte de potentiel méthanisable présenté par Cécile, moi, je trouvais important également de faire un état des lieux de la production fourragère actuelle française et de l'évolution tendancielle aussi du cheptel ruminant français. C'est pourquoi, sur cette première diapositive, je vous ai donné quelques éléments contextuels sur la production de maïs en silage. Donc, les productions fourragères en France pour l'alimentation des ruminants sont essentiellement constituées de maïs en silage, de prairies temporaires et de prairies permanentes, et parfois de cultures dérobées. Pour l'ensilage de maïs, la surface cultivée est stable depuis de nombreuses années à l'échelle nationale, avec à peu près 1 400 000 hectares cultivés chaque année. Mais cette surface évolue sensiblement à la maille régionale. Par exemple, elle avait plutôt une tendance à la baisse en Bretagne en 2019-2020, avec à peu près 300 000 hectares cultivés contre 325 000 hectares les 5 années précédentes. Et dans le même temps, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, ou dans la région Grand Est, les surfaces ont de leur côté plutôt augmenté. Malgré ces surfaces cultivées stables à l'échelle nationale, la production annuelle fluctue, car les rendements fluctuent particulièrement ces dernières années avec le dérèglement climatique. Et je pense que ce sont des éléments importants à avoir en tête pour expertiser cette thématique de la méthanisation et l'élevage font-ils bon ménage. Et donc, alors que le rendement moyen de production de maïs en silage était de 12% en moyenne par hectare en France, on peut voir sur le graphique qu'il est descendu à environ 10 tonnes de matière sèche par hectare ces 5 dernières années. Donc, il est normal que l'on ait ressenti ponctuellement et selon les territoires quelques tensions sur cet approvisionnement fourrager qui est finalement le résultat d'une
baisse tendancielle de la production de cette culture. Mais on peut aussi noter qu'il y a eu ces dernières années, quelques années exceptionnelles comme 2014 et 2021 où on est largement revenu à la normale avec même un rendement record de production estimé à 15 tonnes de matière sèche par hectare pour le maïs. Mhm. Voilà, donc en moyenne, on est sur une production de maïs en silage de 16 millions de tonnes, mais malheureusement, avec les aléas des dérèglements climatiques, on va avoir des années excellentes et des années beaucoup moins bonnes. Et cette production va avoir une tendance à la baisse d'ici les 5 prochaines années. Probablement, les estimations donnent une production plutôt aux alentours de 12 millions de tonnes, pardon, contre les 16 millions à l'heure actuelle. Donc ça, Alors, c'est… peut-être Oui. ça, c'est le premier slide. On va passer au second slide. Voilà, alors le second slide, c'est la même chose, mais pour l'ensemble de la production fourragère, c'est-à-dire Mhm. le maïs en silage, mais aussi les productions prairiales, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Donc, on note depuis les années 2000 à 2020 une production moyenne qui varie entre 70 et 100 millions de tonnes de matière sèche par an. Mais si on regarde bien le graphique en bas à droite de la diapositive qui reprend donc la production, on voit que depuis ces dernières années, donc depuis ces 5 dernières années, la production n'a finalement jamais dépassé les 85 millions de tonnes. Et si on projette cette baisse tendancielle des dernières années, on estime que la production fourragère globale en 2025 sera plutôt de 65 millions de tonnes de matière sèche par an, contre 70 à 100 millions de tonnes de matière sèche par an. Et ça, c'est le résultat du dérèglement climatique. Alors, vous vouliez rapporter ces rendements de culture fourragère à l'évolution aussi du cheptel lui-même, du cheptel bovin. Oui, tout à fait, parce que la production fourragère, comme on le voit, baisse tendanciellement, mais si on regarde le cheptel bovin, lui aussi, finalement, suit une baisse tendancielle depuis de nombreuses années. Le cheptel bovin français est le premier cheptel européen avec 18 millions de têtes à l'heure actuelle. On est loin devant l'Allemagne, mais il ne faut pas oublier malgré tout que depuis les années 70, ce cheptel a diminué de façon tendancielle pour atteindre moins 20% par rapport à son effectif de référence dans les années 70. Donc voilà, le cheptel bovin diminue tendanciellement, même si effectivement on a un jeu de vases communicants avec des effectifs de vaches laitières qui diminuent beaucoup plus fortement et qui ont été légèrement compensés par une hausse pour le coup des effectifs de vaches allaitantes. Si on regarde plus précisément cette baisse tendancielle, entre 1980 et 2000 ou entre 2000 et 2020, la baisse tendancielle moyenne du cheptel est de 13% à chaque fois. Et on ne note donc pas d'accélération de cette baisse depuis l'émergence de la filière méthanisation qui connaît un déploiement exponentiel depuis environ 2005. Voilà. Hmm. Alors, on va revenir sur ce lien, Jean-Marc Onneau, peut-être, entre l'évolution du cheptel lui-même et puis celui des rendements de la production fourragère. Il y a déjà un certain nombre de questions sur le chat qui se sont présentées. Peut-être que vous les décrypterez avec plus de pertinence que moi, mais par exemple, Yves Simon nous dit pour les secteurs herbagers, il n'y a pas que l'utilisation des surfaces fourragères, il y a surtout la nécessité de disposer de revenus complémentaires en élevage allaitant, parce que on est dans une situation de moins de 500 € de revenus nets par mois. Il y avait une remarque sur la définition, évidemment, pour que tout le monde ait bien la compréhension, que les choses soient claires, de la cive, terme utilisé tout à l'heure par Cécile Frédéric. Donc, en effet, ces cultures intermédiaires de valorisation énergétique qui sont donc des cultures en parallèle de la culture fourragère stricto sensu.
Oui, oui, tout à fait. Ce sont des cultures qu'on va intégrer dans la rotation entre deux cultures alimentaires. Mais Jean-Marc en parlerait beaucoup mieux que moi s'il veut s'exprimer sur Est-ce ce que point. Jean-Marc Ono veut faire un petit commentaire sur l'évolution rendement fourrager, cheptel bovin, avant qu'on passe à l'étude elle-même? Oui, Jean-Marc, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Bon, bon, bonjour à tous. Tout d'abord, on a quand même un constat, c'est que depuis 20-25 ans, on doit se dire que l'élevage lui-même a d'énormes difficultés d'un point de vue financier. On est depuis une vingtaine d'années sur des revenus faibles à très faibles, avec en plus d'énormes variabilités, surtout sur le lait et le porc, et qui font que malheureusement, nos collègues aujourd'hui arrêtent. Il y a un deuxième élément que l'on constate, c'est que des zones où il y a beaucoup d'éleveurs restent des zones d'élevage. Par contre, des zones où on a moins d'éleveurs, les éleveurs arrêtent beaucoup plus rapidement. Pour une raison, c'est que s'il y a moins d'éleveurs, il y a moins aussi de concentration, on va dire, agroalimentaire. Il y a des coûts de production qui sont plus importants. Et puis, on arrive sur des zones où si l'élevage a des difficultés de rentabilité encore plus importantes liées à la production de biomasse, c'est parce que la climatologie n'est pas tout à fait adaptée à faire de l'herbe notamment. Voilà. Oui. Sur, on va dire, les points que l'on a évoqués, notamment, il y a un autre élément que l'on oublie, c'est la déprise, on va dire, des terres qui vont petit à petit en friche. On a des régions qui sont avec des potentiels, on va dire, moyens pour faire des cultures, voire pas terribles. Et puis, jusque-là, on avait toujours du bovin, on avait des ovins et qui étaient gérés de manière, on va dire, complémentaire à toutes les autres activités. Et ces petits élevages sont en train de disparaître les uns après les autres. Et on a un certain nombre de régions où on a une déprise importante en SAU, et tout ça est en train d'évoluer sous forme de friche. D'où Oui. le message que l'on passait sur la notion de l'herbe. La notion de l'herbe, si on ne peut faire que de l'herbe dans certains sites, la méthanisation aura toute sa place pour remplacer cet élevage qui a disparu malheureusement. Voilà. Donc, Merci pour oui. ce premier commentaire, Jean-Marc Ono. On va venir justement à l'étude, donc dite de la concurrence entre méthanisation et ressources fourragères, réalisée par Solagro et iCare. Clémence Gross, vous allez nous présenter la méthode, la façon dont vous avez travaillé. Absolument. Bonjour à tous. Donc, si on peut passer sur la slide suivante. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée conjointement avec donc iCare et Solagro. Et donc, comme on l'a rappelé précédemment, c'est une étude qui a pris place dans un contexte d'un développement continu de la filière méthanisation et du coup d'une augmentation des besoins en biomasse pour la méthanisation, en sachant que la méthanisation peut utiliser différents types de biomasse, donc des effluents d'élevage, des cultures, de la matière végétale, donc culture intermédiaire comme on l'a mentionné, ou culture dédiée, également d'autres matières comme les biodéchets ou les bouts de stations d'épuration. Il est à noter que les matières végétales ont un potentiel méthanogène important, plus important que les autres matières, c'est-à-dire que par tonne de matière sèche intégrée, les matières végétales permettent de produire plus de biogaz, ce qui en fait des matières qui sont assez intéressantes pour cette filière. Parallèlement, il y a eu de la part de la profession agricole une remontée, des retours d'expérience de tensions locales qui apparaissent entre la filière méthanisation et les besoins en alimentation de l'élevage. Et donc, c'est pour répondre un peu à cette question que cette étude a été réalisée dans un contexte où on a besoin d'objectiver les données existantes et pour apprendre à regarder s'il y a de potentielles tensions et savoir comment mieux les anticiper. Deuxième slide, si vous voulez bien. Merci. La méthodologie, alors. Alors, donc pour cette étude, c'est une méthodologie qui a été réalisée en plusieurs étapes.
Tout d'abord, on a travaillé sur un modèle quantitatif dont on va vous présenter un peu les détails par la suite, qui permettent d'approcher le niveau de tension fourragère au niveau des territoires. Et on a souhaité compléter cette approche quantitative par une approche plus qualitative à travers la réalisation d'entretiens bilatéraux avec des acteurs du territoire et également un questionnaire transmis à des représentants donc, de l'élevage et de la méthanisation en chambre d'agriculture qui nous ont permis d'avoir de comprendre un peu les tenants et les aboutissants et qu'est-ce qui faisait que sur les territoires, on pouvait avoir l'apparition de difficultés d'approvisionnement en fourrage pour les éleveurs. Donc, étude réalisée à la fois par Céline Laboubé et vous-même, Clémence Gross, donc à la fois Solagro et iCare, le quantitatif, mais aussi ces entretiens. Combien d'entretiens que vous vous êtes répartis l'une et l'autre? Alors, on a réalisé 11 entretiens bilatéraux, dont on vous présentera un peu la liste, enfin les personnes avec qui on les a réalisés après. Le questionnaire a été diffusé assez largement auprès des chambres d'agriculture et on a eu 20 réponses au total. Très bien. La méthode de calcul et les hypothèses du modèle, on va y venir. Je rappelle, parce que ça nous a été demandé dans le chat, que Jean-Marc Onneau est notre témoin exploitant agricole, éleveur de porc en Bretagne, je le disais tout à l'heure, vice-président des méthaniseurs de France, puisque vous êtes un des premiers à avoir mis en route une unité de méthanisation sur votre exploitation il y a une douzaine d'années. Je reviens à vous, Clémence Gross. Absolument. Donc, sur la slide suivante, on va présenter un peu le détail des hypothèses de calcul du modèle. Et je pense que je vais laisser la parole à Céline pour cette présentation. Je précise, en passant la parole en effet avec vous à Céline Laboubé, que cette étude vous sera évidemment disponible. On l'évoquera avec Cécile Frédéric à la fin du webinaire, mais certains la réclament et vous aurez évidemment accès à cette étude qui a vocation à être diffusée, bien entendu. Alors, Céline Laboubé, c'est à vous de commenter la méthode de calcul. Oui, tout à fait. Alors, comme l'a dit Clémence, nous avons eu une approche quantitative et pour ce faire, nous avons travaillé des données statistiques de recensement agricole à la maille cantonale. Donc, l'objectif étant d'obtenir un bilan des matières végétales qui pouvait être concurrentiel entre l'élevage et la méthanisation. Donc, pour cela, nous avons calculé un potentiel de production fourragée auquel nous avons déduit les besoins alimentaires des cheptels et la biomasse captée par les méthaniseurs. Donc, pour le calcul du potentiel de production fourragée, nous avons recensé les cultures fourragères annuelles, maïs, sorgho, betterave, les prairies temporaires et les prairies permanentes, les cultures intermédiaires qui pouvaient être mobilisées sous forme de culture dérobée à destination des cheptels, mais aussi sous forme de culture intermédiaire à destination des méthaniseurs, et les pulpes de betterave de façon plus anecdotique pour la région Hauts-de-France. Donc, pour ce faire, nous sommes partis des surfaces déclarées dans le RPG 2017, donc le registre parcellaire, sur lesquels nous avons appliqué des rendements moyens de production. Pour le maïs, nous avons retenu un rendement départemental avec une moyenne à 11,3%. Pour le sorgho fourragé et la betterave, c'est le même rendement pour tout le monde, c'est 16,2 tonnes de matière sèche par hectare pour le sorgho et 12,5 tonnes de matière sèche pour les betteraves. Et ensuite, nous avons distingué un rendement prairie temporaire et prairie permanente. Prairie temporaire estimée à 8,7 tonnes de matière sèche, mais là encore, on a appliqué une variabilité départementale. Et pour les prairies permanentes, 4,3 tonnes de matière sèche par hectare. Bon, l'enjeu, c'est bien de modéliser et de faire l'état des lieux d'éventuelles tensions, comme nous le précisait Clémence Gross. Peut-être le slide suivant. J'avais pas fini pour le coup les hypothèses, je sais pas si voilà, juste donc là on a fait juste la première partie sur l'offre du potentiel fourrager. Sur les besoins en alimentation animale, nous sommes partis du coup de tout le recensement agricole 2010 des cheptels ruminants, donc les bovins, les ovins et les caprins. Nous avons appliqué dessus une baisse tendancielle donc des cheptels, puisqu'on l'a vu sur les éléments de contexte,
le cheptel Bien diminue sûr. petit à petit. Et nous avons retenu une ration nationale qui est publiée par l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage. Donc ça, c'est pour estimer les besoins d'alimentation animale. Et enfin, pardon, pour estimer les besoins des matières mobilisées dans les méthaniseurs. Ça a été la partie la plus difficile et nous nous sommes appuyés par les animateurs locaux de la filière pour créer des approvisionnements type des méthaniseurs à la ferme collective ou territoriale, que l'on soit en cogénération ou en injection. Mhm. Voilà, et avec tout ça, effectivement, comme va vous le présenter Clémence, du coup, on a réussi à établir un bilan à la maille cantonale pour savoir si les territoires étaient en excédent fourragé par rapport aux besoins cheptel et méthaniseurs, ou si au contraire, ils étaient plutôt en déficit. Merci. Clémence Grosse. Oui, tout à fait. Je voulais juste en profiter pour répondre à une question qui vient d'être posée dans le chat. Absolument. Qui était... Porcins, volailles. Voilà, pourquoi est-ce que les porcins et les volailles n'ont pas été considérés dans ce bilan? C'est parce qu'on se concentre bien ici sur les ressources fourragères. Donc, le maïs qu'on a considéré, c'est le maïs ensilage, donc le maïs fourrage, qui ne fait pas partie de la ration alimentaire des porcins et des volailles. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été comptabilisés dans ce bilan. Merci de la précision. Alors, sur la modélisation de la tension ou détention. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, le graphique qu'on voit à gauche, c'est le graphique de résultat de ce modèle quantitatif. Donc, ce qu'on a fait, comme on vous l'a précisé précédemment, c'est qu'on a fait le bilan entre l'offre et les besoins. Donc, offre en fourrage, moins besoin de l'élevage, moins besoin de la méthanisation. On a réalisé ce bilan à une échelle cantonale. Donc, on a pris la maille des cantons de 2010, ce qui représente à peu près une maille de 20 km sur 30 km à peu près. Pour chaque canton, on a regardé si ce bilan était positif et négatif. Et lorsqu'il était négatif, on l'a comptabilisé et on l'a rapporté au nombre de cantons dans chaque région. Donc, c'est pour ça que là, les résultats sont exprimés en pourcentage. C'est un pourcentage de nombre de cantons en tension dans chacune des régions. Donc, concrètement, ce que ça veut dire sur le terrain, c'est que lorsqu'il y a des cantons qui sont en tension, il y a des transferts de biomasse entre cantons pour pouvoir permettre de nourrir le cheptel et d'approvisionner les méthaniseurs. Ça donne quand même un certain indice de sensibilité à la tension dans chacune des régions. Les barres qu'on voit en bleu représentent le pourcentage de cantons en tension sans méthanisation. Donc, dans le modèle, on a uniquement fait l'offre en fourrage moins les besoins de l'élevage. Et ce qu'on voit déjà dans ce graphique-là, c'est qu'il y a un certain nombre de régions qui sont assez sensibles à la tension fourragère, même sans compter la méthanisation. C'est le cas notamment, sans surprise, du PACA et de la région Occitanie, qui ont une production fourragère assez faible, mais c'est le cas également en Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, parce que moins de production fourragère, parce que élevage assez important. Maintenant, les barres en grise, c'est les mêmes résultats du modèle quand on prend en compte les besoins d'approvisionnement de la méthanisation. Et du coup, finalement, l'effet spécifique des méthaniseurs se voit par la différence de pourcentage entre les barres bleues et les barres grises. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que la méthanisation a peu d'impact à l'échelle nationale. On voit assez peu de différence entre la situation avant et après méthanisation, sauf en région Hauts-de-France, où on voit une augmentation du pourcentage de cantons en tension avant et après méthanisation. Pour préciser un peu… Là où il y a une très forte proportion d'élevage, comme vous l'aviez souligné il y a quelques instants. Effectivement, là où il y a une forte proportion d'élevage, et on le verra, là où c'est également un retour qui nous a été mentionné pendant les entretiens et par les retours de terrain. Pour préciser un peu ce qu'il y a à noter dans le carré en haut sur la méthodologie, en Hauts-de-France, on a également considéré une offre fourragère qui inclut les pulpes de betterave parce qu'elles sont largement intégrées dans la ration des animaux, ce qu'on n'a pas fait systématiquement dans les autres régions. Le slide suivant, évolution dans un futur proche. C'est à moi du coup de prendre la parole. Sur la même base donc, que le travail qui a été réalisé pour l'état des lieux des unités de méthanisation en fonctionnement, on s'est dit que ce serait bien de projeter le développement futur de la filière à court terme sur cette mobilisation de ressources fourragères parce que effectivement,
beaucoup de projets de méthanisation sont enregistrés dans les registres de capacité de GRDF et de GRT Gaz comme des projets allant émerger dans un futur proche d'ici 3 à 5 ans. Ils ont environ 1000 projets identifiés dans ces bases de données. Alors, il faut relativiser un tout petit peu ce chiffre parce que le contexte économique et réglementaire actuel fait que l'on n'est pas sûr de les voir sortir de terre un jour. En effet, on est aujourd'hui sur des nouveaux tarifs, notamment à l'injection, qui sont beaucoup moins favorables que ceux que l'on avait en 2020, avec des baisses de 2 à 15% et une décote trimestrielle de 0,5%. Donc, l'évolution du parc des méthaniseurs à l'avenir n'est plus aussi favorable que ça pouvait être il y a quelques années. Et en plus de ça, on s'aperçoit qu'on a un durcissement réglementaire qui génère des surcoûts sur ces projets. Et en plus, l'inflation actuelle et la pénurie des matériaux génèrent des surcoûts à l'investissement, mais aussi sur les charges de fonctionnement, qui font que la rentabilité de ces projets qui ne sont pas encore sortis est affaiblie et du coup, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. N'empêche que si on prend les 1000 projets qui ont réservé leur capacité d'injection auprès de GRDF ou de GRT Gaz, on va mobiliser plus de ressources et particulièrement sur ces projets en injection, on est sur des approvisionnements majoritairement végétaux. Et donc, on a regardé sur les 6 zones de prédilection de cette étude, qui sont Hauts-de-France, Haut-Rhin, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Pays de Loire, comment ça allait impacter justement la mobilisation des cultures énergétiques de maïs en silage et des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, à gauche, le graphique sur le maïs en silage. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, les projets en fonctionnement dans les régions mobilisent en moyenne à peu près 1000 tonnes de, 1000 hectares de culture. Voilà, de maïs en silage, pouvant monter à 4000 hectares peut-être pour la Bretagne. Et si tous les projets de méthanisation sortent, on serait plutôt aux alentours d'une mobilisation de 5000 hectares en moyenne par région, avec des surfaces mobilisées plus importantes, notamment en Bretagne, avec 6 000 hectares et peut-être 9 000 hectares en Pays de Loire. Donc, il y a une augmentation de la surface mobilisée, mais il faut quand même rapporter ça à la surface totale régionale de maïs en silage. Finalement, ça représenterait que 2 à 3% de cette surface de culture. Et en fait, on est sur une augmentation modérée de la mobilisation de cette culture énergétique parce qu'il faut rappeler qu'en France, l'introduction de ces cultures dans les méthaniseurs est strictement limitée à 15% du tonnage brut entrant. Ça, c'est le seuil réglementaire et que dans les faits, finalement, les approvisionnements des méthaniseurs ne mobilisent en moyenne que 5% de leur tonnage entrant sous forme de maïs. Par contre, oui. Non, je vous en prie, concluez sur ce point et je reviendrai, avant de passer la parole à Jean-Marc Comneau, sur les commentaires qu'on peut tirer, l'analyse qu'on peut faire des 2 slides qu'on vient de voir, Clémence Gross et vous-même. Oui, par contre, donc, du coup, ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'est les CIV, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui vont être fortement mobilisées si tous ces projets sortent, puisque là, donc c'est le graphique de droite sur la diapositive, on voit qu'en 2020, les projets en fonctionnement mobilisaient en moyenne 1000 à 6000 hectares de CIV par région, et que d'ici 3 à 5 ans, ces surfaces pourraient représenter, selon les régions, 13 000 à 27 000 hectares dans un avenir proche. Mais je rappelle que ces cultures ne viennent pas en concurrence avec l'alimentation des cheptels. Ce sont des nouvelles cultures qui sont permises grâce aux revenus financiers générés par la méthanisation. Et en plus, elles rendent de nombreux services agrosystémiques comme la protection du sol face à l'érosion ou le lessivage. Et donc, c'est plutôt bénéfique pour l'environnement, le déploiement de ces cultures intermédiaires à vocation énergétique. Oui.
Réponse technique immédiate à une question. BFC, c'est Bourgogne-Franche-Comté. C'est le nom ou l'acronyme de la région. Alors, Jean-Marc Conneau, les commentaires peut-être que vous pouvez faire sur ces deux slides, en rappelant tout de suite une question qui a été posée. J'ai donné peut-être l'impression d'opposer le développement du cheptel, par exemple, ou un cheptel un peu important comme les Hauts-de-France, et puis la production foragère destinée notamment à la méthanisation. Et un des intervenants du chat nous dit, mais il n'y a pas de raison de les opposer. Les Allemands ont fait la démonstration qu'on pouvait à la fois être exportateur de produits alimentaires, de viande notamment, et puis en même temps d'avoir une méthanisation très efficace. En tout cas, vos commentaires sur les deux slides qu'on vient de voir. Jean-Marc Conneau. Donc, moi, je vais déjà reprendre des éléments qui sont sur le bilan qui a été fait donc, sur 2018 à 2020 sur 120 sites sur la région Bretagne pour pouvoir corroborer les chiffres qui ont été donnés. Oui. Ce bilan, aujourd'hui, on est environ à 7% de maïs dit culture principale, ce qui représente l'équivalent de 2500 à 2800 hectares. Ramené sur la superficie donc de la Bretagne, c'est 0,15% de la SAU. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément important, c'est que beaucoup de ce maïs est travaillé en interne, exploitation, et que finalement, les échanges de maïs entre producteurs et méthaniseurs ne représentent que 10% de ce volume, c'est-à-dire l'équivalent de 250 hectares. Donc, si on peut avoir une tension de temps en temps sur un canton, il y a un ou deux cantons qui ont une tension un peu plus importante avec un potentiel, on va dire, bovin important ou porcin, et puis des méthaniseurs en proximité, on a très, très peu de tension sur notre région. Des éléments aussi qu'il faut aussi rajouter, c'est concernant la méthanisation. Pour moi, on n'oppose pas élevage et méthanisation parce qu'il y a beaucoup plus de bienfaits, beaucoup plus de synergie qu'il y a d'antagonisme. Alors, je prends pour exemple que quand on est céréalier, on peut donner sa paille à un éleveur et reprendre du fumier. Donc là, on est sur une synergie. On a aussi des plans d'épandage qui évoluent de manière collective. On a un fumier de volaille que l'on ne peut pas fertiliser avec le fumier de volaille à 100% son terrain, étant donné qu'on est trop riche en phosphore. On va donc en mettre une quantité dans un méthaniseur qui va permettre d'améliorer le rapport azote-phosphore du digestat final et qui permettra d'avoir une super fertilisation. On a aussi un certain nombre d'adaptations sur le terrain. On prend par exemple des foins qui peuvent être ratés, ou alors on a aussi des refus par les animaux. Ils ne broutent pas certains endroits. Donc, on peut aussi reprendre toutes ces herbes de manière, on va dire, intéressée et avec un vrai échange avec l'éleveur et qui va se retrouver avec, en fin de compte, une meilleure circularité au niveau de son économie. Mais parce que les animaux ne mentent pas, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand ils refusent de consommer en quelque sorte cette herbe, vous la récupérez et vous pouvez l'exploiter de cette façon notamment. On peut l'exploiter et puis quelquefois, on peut rater un foin. Il a plu. Entre-temps, ce n'était pas prévu. On a par exemple un maïs qui a du datura. Donc, on peut le passer à la méthanisation pour les animaux. C'est toxique. On a surtout cette possibilité de s'adapter et de conforter quelque part l'éleveur en lui donnant d'autres solutions plutôt que de la perte. Vous parliez de fumier de volaille tout à l'instant. Vous le faites avec certains de vos collègues autour de vous, vous-même, Jean-Marc Conneau, en Bretagne? Oui. Bah, moi, par exemple, j'ai un collègue qui a de la volaille. Il a 150 hectares. Il achetait jusque-là 40 à 50 tonnes d'engrais chimiques. Je lui prends environ 50% de son fumier de volaille qui rentre à hauteur de 3 à 4% d'amération globale. Et au final, il reprend du digestat
et on a remplacé la totalité d'engrais chimiques. En Ouais, même Digesta temps, qui ré- la paille vient de chez moi et donc, quelque part, le résidu de culture, il passe par la voie élevage avant d'arriver au niveau de la méthanisation. Une complémentarité, une synergie entre vous et le Digesta qui est répandu après, évidemment. Merci pour ce commentaire. Alors, on va passer maintenant aux entretiens. Donc, la partie qualitative, ces entretiens. Clémence Brosse. Du coup, alors, donc, dans la seconde partie de cette étude, on a réalisé, comme on l'a dit précédemment, un ensemble d'entretiens avec différents acteurs du territoire. Quel Donc, profil alors? alors, donc on a eu l'Institut de l'élevage, des représentants de chambres d'agriculture également, des DREAL. On a également échangé avec un éleveur qui justement se plaignait d'être dans une situation de tension et on a réussi à contacter le céréalier qui lui vendait le maïs en question. Donc, on a pu confronter les deux points de vue. On a également échangé avec des syndicats agricoles et différents vendeurs d'aliments donc, on a eu un focus notamment sur la pulpe de betterave et dans ce cadre-là, on a échangé avec des coopératives de déshydratation et avec des vendeurs d'aliments à base de pulpe de betterave. En ce qui concerne le questionnaire auprès de conseillers de chambres d'agriculture, donc c'est un questionnaire où on a eu 20 réponses auprès de 16 référents méthanisation et 5 référents élevage. On a eu 20 réponses parce qu'il y a une personne qui avait les deux casquettes. D'accord, formidable. Alors, allons-y, entrons dans le détail de cette étude. Alors, les retours sur les entretiens, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc effectivement, de façon assez générale, ce qu'on a pu observer via les retours d'entretien, c'est un manque de données chiffrées sur la situation concrète de la tension au niveau, fourragère au niveau local, avec des éléments parfois davantage de l'ordre des craintes que des données chiffrées. On a pu en effet voir des retours parfois contradictoires entre certaines réponses du questionnaire et certains entretiens, et des situations finalement qui semblent assez disparates et très dépendantes d'un niveau qui est très local. Lorsque des tensions apparaissent à un instant T, elles se traduisent généralement par une augmentation du prix du fourrage sur pied, sans qu'on arrive à dégager des tendances générales à un niveau national ni même régional grâce à ces entretiens. En bas de cette slide, je vous ai remis une des réponses la slide précédente, une des réponses au questionnaire, donc de la part des conseillers de chambre d'agriculture sur la question de l'impact de la méthanisation sur les territoires et sur la dépendance fourragère des exploitations agricoles. Et finalement, sur les 19 réponses, on a 2 personnes qui nous indiquent que la méthanisation augmente considérablement la dépendance fourragère des élevages. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des situations de tension, qu'à l'heure actuelle, elles sont quand même très minoritaires, mais qu'il faut également les entendre et les anticiper au mieux. Oui. Je vous en prie. Donc, sur la slide suivante, on a réussi, donc, grâce à ces différents entretiens et ce questionnaire, à comprendre un peu ce qui pouvait créer des cas de tension ou plutôt des difficultés d'approvisionnement. Donc, même si on a de la ressource disponible dans les cantons à proximité ou à un niveau départemental, à un instant T, il peut y avoir des difficultés pour un éleveur de se procurer de la ressource végétale. Donc, on a réussi à identifier plusieurs situations. Donc, la première situation, c'est le cas d'un céréalier qui vend sa production à la fois à un éleveur et à la fois à un méthaniseur. Et si le méthaniseur augmente sa capacité de production, ou alors si l'éleveur augmente son cheptel, ou alors si on est dans le cadre d'une année sèche où l'éleveur a eu de moins bons rendements que d'habitude sur sa culture fourragère, on peut avoir une augmentation de la demande sur un marché qui était plutôt stable. Et donc ça se traduit par une augmentation locale du prix qui illustre le fait qu'il peut y avoir une tension à une année en particulier. Ça, c'est le premier scénario. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, c'est le cas où on a un éleveur qui produisait une certaine quantité de fourrage et qui se met à développer son méthaniseur en propre. Donc
lorsque c'était un éleveur qui avait de l'excédent fourragé et qui pouvait vendre son excédent fourragé à d'autres éleveurs voisins, vu qu'il développe son méthaniseur en propre, il augmente son besoin et du coup, il oriente préférentiellement sa ressource fourragère vers son méthaniseur. Donc, l'éleveur voisin se retrouve contraint dans son approvisionnement et peut avoir de la difficulté à s'approvisionner le temps qu'il trouve une autre solution. Ça, c'est un second scénario. Un troisième scénario, c'est quelque chose qui se passe plus à l'intérieur d'une exploitation. Et c'est un peu la question de l'articulation entre les cultures principales et les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Qu'est-ce que je choisis de développer, en fait, quand je suis éleveur ou céréalier, par exemple? C'est ça. Alors, donc, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, comme leur nom l'indique, ce sont des cultures intermédiaires, donc elles sont mises en place entre deux cultures principales. Mais on a eu des retours de crainte d'avoir des cives qui sont préférentiellement exploitées un peu au détriment des cultures principales. Et ça pourrait se faire de deux façons. La première, c'est de récolter les cives un peu trop tard, parce qu'elles font le principal de leur rendement sur la fin de leur culture, et du coup de les récolter un peu trop tard et d'implanter la culture principale suivante un peu trop tard, ce qui aurait pour effet de baisser le rendement de la culture principale. Ça, c'est un premier élément qui pourrait jouer. Effet induit ou indirect Voilà, exactement. la culture de cives. Et le deuxième élément, c'est la question de l'irrigation des cives, où dans un contexte de changement climatique, on va avoir des tensions qui vont augmenter sur la ressource en eau. Et effectivement, l'idée, c'est de ne pas irriguer préférentiellement les cives au détriment des cultures principales en suivant. Donc d'allouer la ressource en eau d'abord aux cultures principales et non des cives. Mais on y reviendra dans la partie recommandations. Alors, scénario 4. Et enfin, le scénario 4, c'est le scénario qu'on a pu observer sur les pulpes de betterave, donc notamment dans les Hauts-de-France, où donc, les sucreries récupèrent le sucre des pulpes de betterave et elles ont une obligation par décret européen de restituer la pulpe aux personnes qui leur ont fourni de la betterave. Donc, il y a certaines personnes qui sont producteurs de betteraves et éleveurs, auquel cas ils peuvent récupérer la pulpe de betterave pour leur élevage. Mais il y a aussi des cultivateurs de betteraves qui n'ont pas d'élevage et n'ont pas de méthaniseur. Et du coup, ça provoquait un surplus de pulpe dans les sucreries. Et du coup, d'autres éleveurs qui n'étaient pas autosuffisants en fourrage pouvaient s'approvisionner auprès des sucreries pour avoir de la pulpe. Mais de plus en plus, les cultivateurs de betteraves se mettent à développer des méthaniseurs en propre. Et donc, un peu comme dans le scénario 2, les éleveurs qui s'approvisionnaient auprès des sucreries se retrouvent dans une situation de difficulté d'approvisionnement. Ce cas-là a été rapporté d'autant plus qu'on est dans une situation structurelle avec une diminution de la production de betteraves sucrières en lien avec une fermeture de certaines sucreries dans le nord de la France, mais du coup qui a un effet plutôt indépendant de la situation des méthaniseurs. Donc, on voit bien qu'à travers l'établissement de ces 4 scénarios, vous avez tenté d'essayer de recenser les situations qui pourraient provoquer tension, évidemment, en vue de proposer des recommandations afin de les éviter, évidemment. Alors, on va passer peut-être avec le slide suivant à ces recommandations que vous formulez. Vous-même ou c'est Céline Céline, effectivement. C'est Céline Laboubé, depuis Toulouse, qui va commenter ce slide sur les recommandations que vous formulez après votre étude. Tout à fait. Du coup, par rapport aux 4 scénarios de potentielle tension fourragère que vous a présenté Clémence, on a essayé d'en tirer des leçons et de proposer des recommandations générales pour la filière méthanisation pour que la situation puisse être améliorée ou tout du moins que des situations de tension locale puissent être évitées. La première des recommandations, mais finalement sur laquelle la méthanisation ne peut rien à ce jour, ce serait de faire évoluer les systèmes d'élevage et de les inciter au mieux à se diriger vers une autonomie fourragère de leur cheptel. Comme ça, déjà, ça limiterait les cas de tension numéro 1, où effectivement les éleveurs dépendants de céréaliers ou d'autres éleveurs qui sont en excédent fourrager se trouvent en situation de tension quand un méthaniseur se développe. Donc, je pense que la base, effectivement, pour une agriculture soutenable à venir, c'est que les élevages soient le plus autonomes possible sur le plan fourrager. Pour ce qui est des recommandations que l'on peut faire à la filière méthanisation,
On en fait de deux types. Une première, des premières réglementations, des premières recommandations qui s'adressent plutôt aux filières d'animation de la méthanisation et aux administrations et au pouvoir public, qui consiste à mieux connaître ce qui se passe actuellement dans les territoires pour l'approvisionnement des méthaniseurs et de renforcer les rôles des instances d'observation et de s'assurer du respect de la réglementation des 15% de culture énergétique. Donc, si on regarde un peu dans le détail, améliorer la connaissance de l'existence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les méthaniseurs sont tenus de déclarer leur approvisionnement annuel au DREAL, mais qu'aujourd'hui, ça se faisait plutôt sous format papier et c'était généralement peu traité, plutôt archivé que traité. Et en fait, là, ça fait plusieurs années et notamment, je dois mettre en avant l'exercice mené par les régions Bretagne et Pays de Loire et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ces remontées terrain annuelles se font par voie informatique et donc elles permettent d'être traitées assez rapidement. Et du coup, ça permet à la fois de systématiser et d'harmoniser les remontées de l'information des méthaniseurs et ça permettrait aussi d'exploiter ces différentes informations pour s'assurer que les projets en place et les futurs projets sont en cohérence avec le potentiel méthanisable local et les stratégies régionales de biomasse. Il faut bien évidemment que ces données traitées permettent l'anonymat des projets. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la connaissance sur la mobilisation existante de la ressource et celle à venir par les futurs projets. Ensuite, on recommande également de renforcer le rôle des instances d'observation, d'animation et de dialogue. L'idée, ce serait de renforcer le rôle des observatoires régionaux de biomasse, notamment en leur donnant la compétence de réaliser le suivi des informations en ligne. Donc, ça pourrait être les faiseurs de notre recommandation numéro 1. Et l'idée aussi, c'est de créer des instances de dialogue et de médiation, puisqu'on a vu que localement, il peut exister des zones de tension fourragère ponctuelles. On a aussi l'exemple de territoires qui, face à ces zones de tension ponctuelle fourragère, ont mis en place des groupes de dialogue entre éleveurs, céréaliers et méthaniseurs, et ils travaillent main dans la main pour trouver des solutions locales qui permettent de satisfaire tout le monde. Voilà, il y a des échanges tripartites entre l'élevage, les céréaliers, la méthanisation qui se mettent en place pour justement limiter ces zones de tension ponctuelle. Voilà. Et enfin, le rôle de ces instances régionales serait aussi de renforcer l'animation territoriale et la communication autour des bonnes pratiques, et notamment pour généraliser le déploiement des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Voilà, le savoir-faire des uns peut profiter au savoir-faire des autres. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de créer des instances de dialogue et de diffusion de savoir-faire pour améliorer ces pratiques de production de cultures fourragères intermédiaires. Ça, c'est les deux premiers points. Et voilà. Et ensuite, il y a la question du seuil de 15% de culture énergétique. Des retours terrain disent que les méthaniseurs incluent plus de culture énergétique que ces 15%, hein, même si aujourd'hui, nous, on est plutôt sur un retour global des méthaniseurs qui en intègrent moins. Certains retours terrain disent justement que des cultures énergétiques sont dites ratées pour les maquiller en cive, ou voilà, il y a des stratagèmes sur le territoire qui permettraient effectivement de dépasser ce seuil. Nous, on n'a pas eu de retour de cas concrets parce que ce sont surtout des craintes et des rumeurs, mais quand on essaye d'aller expertiser, comme a pu le faire Clémence dans le cadre des entretiens, des situations spécifiques, finalement, on n'a plus trop
réalité. Mais néanmoins, l'idée, c'est qu'on s'assure que le respect de cette réglementation des 15% est réel. Et là-dessus, la filière travaille beaucoup. D'abord pour redéfinir la culture énergétique, parce que la définition en cours était un peu ambiguë et donc c'était parfois difficile de dire si on se trouvait dans une situation de culture énergétique ou de culture intermédiaire. Donc là, la redéfinition est en cours et devrait sortir très rapidement dans sa version finalisée. Et l'idée, c'est aussi de mettre en place des contrôles sur cette règle des 15% pour s'assurer qu'ils ne sont pas dépassés. Et enfin, l'idée, c'est de développer la pratique des cives, éventuellement, ça c'est une proposition du groupement, en faisant une évolution tarifaire du tarif d'achat de l'énergie produite avec une prime cive, par exemple, qui n'est plus inclus justement dans les derniers tarifs injection. Oui, alors ce n'est pas vous, ni le groupement, ni France Gaz Renouvelable qui tranchez sur cette question des prix, mais il y a beaucoup de questions en effet sur le modèle économique, sur les prix en effet, avec des commentaires passionnants, mais auxquels on ne peut pas répondre directement. Il y a eu, Céline Laboubé, des questions sur le scénario 3, vous y avez en partie répondu, la cohérence qu'il y a entre, enfin le fait qu'il n'y aurait pas de contradiction entre les choix éventuels sur le scénario 3 de tension entre pour le céréalier, mais qui est éleveur en même temps et qui doit faire des choix dans ses productions, dans la mesure où, de toute façon, ça répond à des exigences, notamment justement de la culture à des fins énergétiques. Mais peut-être que vous voudrez le commenter. Et puis, il y avait aussi, sur le scénario 4, une question qui évoquait l'attitude qui est en train d'évoluer des sucriers eux-mêmes et de l'usage qu'ils peuvent faire ou non des pulpes après des hydratations. Mais avant que vous y répondiez l'une et l'autre, que vous rajoutiez les commentaires, je vais me tourner vers Jean-Marc Conneau quand même pour que vous nous disiez ce que vous inspirent les 4 scénarios retenus par l'étude et les recommandations qui sont formulées par le groupement. Jean-Marc Conneau. Ben, les 4 recommandations, les 3 recommandations et les 4 scénarios. Voilà, les 4 scénarios sont des scénarios qu'on peut rencontrer, mais il y a un élément quand même qu'on oublie toujours, dans une bonne gestion économique, quelle que soit son activité, il faut avoir une marge de sécurité. Un éleveur, un industriel doit avoir à minima 10 ou 15% de matière supplémentaire de manière à ne pas être en rupture de stock, vers le bas ou vers le haut. Donc, première chose, mettre en avant la vigilance économique et avoir du stock auprès des éleveurs, auprès des méthaniseurs. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est par rapport aux cives. Où sur les cives, on n'a aujourd'hui que commencé à exploiter le potentiel. Oui. On a un potentiel qui est fantastique, avec des terrains qui restaient jusque-là nus, qui ne rentrent pas en concurrence alimentaire. Moi, par exemple, je rentre 2000 tonnes de cives sans avoir diminué mes cultures dites principales qui vont en totalité à mon élevage de porc. Il y a des opportunités, il faut les travailler. Sur les cives, pourquoi est-ce qu'on évoque une prime cive? Eh bien, si on avait une prime cive, cela donnerait beaucoup plus d'intérêt économique à la cive pour le méthaniseur et donc diminuerait l'intérêt de mettre des cultures principales dans le méthaniseur. D'où cette stratégie de demander cette prime, pour moi, qui est intéressante et importante pour l'équilibre global du fonctionnement de nos méthaniseurs. Et puis, bien sûr, on attend toujours cette notion des 15%, ce décret qui précise tout ce qui est aspect cive, tout ce qui est aspect culture principale, parce qu'on a peut-être 1 ou 2 cas qui peuvent poser problème dans chaque région. La quasi-totalité des autres collègues respectent les règles. On en fait souvent, malheureusement, un petit peu trop de bruit pour 2 ou 3 cas, et que s'il y avait un contrôle et une punition, parce que c'est écrit notamment sur le tarif de la cogénération, eh bien, ça vous permettrait d'avoir un peu plus on va dire, de clarté et un peu plus de confiance entre les méthaniseurs, l'administration
et les associations environnementales. Et tout le monde en profiterait. Céline Laboubé, Clémence Grosse, commentaire alors sur les questions qui étaient évoquées, scénario 3, scénario 4. Céline? Oui, moi je vais compléter les informations pour le scénario 3, justement, où on dit que l'agriculture doit être source On peut pour remettre, l'élevage. pardon, la slide sur les scénarios, s'il vous plaît. On va remonter un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Allez-y, Céline. justement, du coup, c'était le scénario 3 où les éleveurs priorisent, enfin les agriculteurs, pardon, prioriseraient les cives au détriment des cultures principales, notamment pour respecter ce seuil des 15%. Dans la slide suivante des recommandations, on fait justement, ça c'était les recommandations destinées à la filière sur l'état des lieux de la connaissance des pratiques, de l'animation et des contrôles, mais on fait aussi des recommandations à destination des porteurs de projets sur la slide suivante, qui consiste notamment, et ça reprend un argument de Jean-Marc Conneau, de dimensionner de façon précautionneuse les installations afin qu'elles soient en adéquation avec la biomasse disponible. Chez Solagro, on a vraiment à cœur de dimensionner des unités de méthanisation qui sont adaptées au potentiel de production méthanisable des porteurs de projets eux-mêmes. Il y a des régions, notamment en Bretagne, mais pas que, où l'étude de faisabilité indépendante n'est pas forcément financée et que du coup, les porteurs de projets sont incités à partir directement avec des constructeurs qui sont là pour vendre des tailles de projets standards. Et du coup, on peut avoir un surdimensionnement de l'unité de méthanisation par rapport à la capacité à produire de la ressource par les porteurs de projets. Et pour nous, ça, c'est vraiment un point très critique parce que s'il n'y a pas assez de ressources agricoles pour alimenter les méthaniseurs, on va aller chercher ou de la culture énergétique ou du biodéchet. Et quand les méthaniseurs se multiplient et qu'ils ont tous une ressource de biodéchets dans leur approvisionnement, forcément, il y a une tension qui se crée sur la ressource biodéchets. Et les méthaniseurs, une fois qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils fonctionnent à pleine charge pour être rentables. Donc, si on ne peut pas accéder à la ressource de biodéchets, il va falloir alimenter le méthaniseur avec de la culture qui n'était pas prévu initialement. Donc vraiment une alerte sur le dimensionnement de projets de méthanisation dits vertueux, c'est qu'il faut que les porteurs de projets soient au maximum possible autonomes dans l'approvisionnement de leurs méthaniseurs. Et si à l'avenir, il y a une opportunité de traitement de biodéchets qui se présente à eux, alors j'ai envie de dire, ça sera un plus pour l'unité de méthanisation. Et du coup, la ressource agricole méthanisable sera peut-être un petit peu moins mobilisée que prévu, mais ça ne sera qu'un atout économique pour le méthaniseur. Ça ne viendra pas renchérir une situation de tension fourragère locale. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Ouais. Information et alerte essentielle, en effet, Céline Laboubé, qui s'adresse donc à ces porteurs de projets. On l'a vu quand le méthaniseur était bien dimensionné et qu'il y avait en effet des terres qui n'étaient pas utilisées mais qui pouvaient permettre cette exploitation. Là, on était dans un cercle vertueux, comme Jean-Marc Conneau vient de nous le commenter. Commentaire sur le scénario 4, Clémence Grosse. Oui. Je voudrais qu'on revienne au scénario, s'il vous plaît, avec les slides. Voilà, merci. Commentaire rapide sur les scénarios avant de relaisser la main à Céline qui terminera un peu sur les recommandations à destination des porteurs de projets. Il y a un commentaire qui nous disait que les sucreries et les industries agroalimentaires étaient poussées eux-mêmes à développer leurs propres méthaniseurs. Ils veulent valoriser aussi, c'est normal. Ils veulent le valoriser aussi. En ce qui concerne les sucreries, comme on l'a dit, il y a une obligation à date réglementaire d'un décret européen qui oblige les sucreries à rendre, à donner des pulpes de betterave gratuitement aux personnes qui ont fourni de la betterave. Donc, ce ne sera pas forcément le cas pour les autres industries agroalimentaires et de transformation, mais en l'occurrence, c'est le cas. Donc, effectivement, les deux premières flèches, celles qui vont de la sucrerie vers le cultivateur de betterave éleveur ou le cultivateur de betterave gestionnaire de méthaniseurs, a priori, vont rester telles quelles, même si les sucreries développent leur méthaniseur. Mais effectivement, le surplus qui avant pouvait être vendu aux autres éleveurs, si la sucrerie se met à développer son propre méthaniseur, risque de ne plus être en place. Voilà. La stratégie quand même des grands sucriers, Tréos ou Cristal Union, c'est quand même de rester sur leur cœur de métier,
et de rester dans le cercle actuel en refournissant les pulpes s'ils ne les exploitent pas en direct. Mais enfin, c'est un point important, en effet, dans les alertes que vous avez recensées. Je regarde les autres commentaires en cours en ce moment sur le chat. Bonne remarque sur l'évolution du cheptel en ligne avec les demandes d'évolution, mais comme ça bouge tout le temps, j'ai du mal à suivre les questions qui nous arrivent par le chat et que vous suivez vous-même aussi, bien sûr. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de commentaires qui n'appellent pas de réponse de notre part directement, mais on y reviendra peut-être dans un instant. Alors, les recommandations, vous avez commencé déjà, Céline Laboubé, mais de bonnes pratiques pour les porteurs de projets, pour éviter évidemment de se retrouver avec un surdimensionnement qui pèserait sur la filière, alors même qu'elle est, comme l'a souligné un des commentaires, de l'économie circulaire au fond, et que si le dimensionnement est bon, ce sera un des commentaires de conclusion sans doute, mais c'est que la méthanisation offre un élément d'économie circulaire très vertueux. Céline Laboubé. Oui, pour finir sur les recommandations au niveau de nos porteurs de projets, donc je disais une autonomie d'approvisionnement au niveau des méthaniseurs. Pour les porteurs de projets, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on définit cette autonomie d'approvisionnement des méthaniseurs, il faut avoir des hypothèses de mobilisation de ressources végétales qui soient finalement assez conservatrices pour, là encore, ne pas surestimer son potentiel de production. Et notamment, du coup, quand on mobilise une petite part de biodéchets, l'idéal, c'est d'aller chercher des contrats de longue durée. Et quand on mobilise une proportion non négligeable de cives ou de cultures énergétiques, l'idéal, c'est de dimensionner suffisamment de stockage en amont. L'idée, c'est d'avoir presque une année de stock pour pouvoir s'affranchir effectivement d'une fluctuation annuelle de production sur ce type de ressources. Et enfin, sur le dimensionnement de notre capacité à produire des cives, Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, le potentiel est énorme en termes de développement. Néanmoins, par rapport à notre savoir-faire actuel, l'idée, c'est vraiment de partir sur des hypothèses assez conservatrices. Aujourd'hui, on sait qu'à l'échelle nationale, une cive respectueuse de l'environnement a un rendement de production d'environ 6 à 7 tonnes de matière sèche par hectare, notamment pour des cultures de céréales immatures en hiver. Du coup, il serait, me semble-t-il, trop ambitieux pour un porteur de projet de dire ben, moi, je vais faire des cives à 9 tonnes de matière sèche, parce qu'il a peut-être la possibilité de faire cette production ponctuellement quelques années, mais les années majoritaires, il sera peut-être à moins de rendement par hectare. Et donc, s'il surestime sa capacité de production, nécessairement, il va avoir tendance à laisser sa cive en place le plus longtemps possible, au lieu de la récolter fin avril, tout début mai, pour qu'elle n'ait pas d'impact sur la culture suivante. Donc voilà, vraiment avoir des rendements conservateurs de production et se dire, ben voilà, j'ai X hectares sur lesquels je peux faire de la production de cives. Je ne vais pas compter dans mon approvisionnement la mobilisation de 100% de cette surface, mais je vais peut-être en mobiliser que 50%. Comme ça, au moins, je fais des cives sur toute la surface et si elles sont ratées tout ou partie, eh ben, j'ai toujours cette marge de sécurité de 50% qui fait qu'on est beaucoup plus conservateur et qu'on génère moins de tensions sur des cultures d'ensilage de maïs énergétique, par exemple. Vous répondez déjà en partie à la question quel pourcentage maximum de la surface de la SAU conseillez-vous? Je vais vous laisser répondre, Céline. Je voudrais citer cet agriculteur qui nous dit « Je suis 100% autonome en fourrage pour notre troupeau. Je traite le fumier de notre exploitation et celui de mes voisins. » Qu'ils reprennent en échange de paille et de digesta avec un autre voisin. Je ne fais pas de ma méthanisation un business, mais un service, et c'est pour cela que je n'ai jamais augmenté ma puissance depuis 15 ans. La question sur le pourcentage maximum de surface agricole utile? Oui, alors il faut vraiment savoir de quoi on parle. Si on parle de SAU utile, c'est-à-dire toute la surface agricole de l'exploitation sans tenir compte de la rotation et de la place réelle des cives qu'on peut mettre dans ces rotations, on dit que globalement, 25% de la SAU mobilisée, c'est déjà bien.
Si on parle vraiment de surface disponible pour les cultures intermédiaires, comme je l'ai dit juste précédemment, c'est différent. Et là, dans ces cas-là, on peut aller jusqu'à 50% de la surface réellement disponible pour ces cultures intermédiaires. Voilà. Et pour revenir aux commentaires de Denis Brosset, voilà, et je crois que le mot de cette étude, c'est vrai que, comme l'a déjà dit aussi Jean-Marc Onno, c'est que la méthanisation peut vraiment accompagner des transitions agroécologiques des élevages, et ça répond en partie aussi aux remarques de Monsieur Rochegude tout à l'heure sur la déprise tendancielle des cheptels et comment dire acté dans les SNBC notamment, c'est qu'on sait que nos habitudes de consommation alimentaire et notamment de consommation de viande doivent évoluer à l'avenir. On doit baisser notre consommation alimentaire. Et alors, la question est comment on va réussir à sauver nos élevages économiquement et sauver nos prairies pour leurs services environnementaux. Et c'est là que la méthanisation peut jouer un rôle très, très fort. Chez Solagro, on défend le scénario que les éleveurs doivent faire diminuer leur cheptel pour être autonomes sur le plan fourrager les années les plus difficiles. Pour les années, quand la production fourragère sera meilleure sur les années favorables, alors la méthanisation sera là pour valoriser ces surproductions fourragères. Et comme ça, les élevages sont autonomes, les prairies sont maintenues et la méthanisation est alimentée avec les excédents fourragers. Alors ça, c'est le cercle vertueux que vous prônez. Il y a une question sur le risque d'une éventuelle claustration supplémentaire de la part des éleveurs de leurs animaux en bâtiment toute l'année, qui serait une solution envisagée par les éleveurs pour alimenter les méthaniseurs. Qu'est-ce que vous répondez, Clémence ou Céline Laboubet, sur cet éventuel risque? Je peux peut-être Jean-Marc Onno, mais Céline, allez-y, je vous en prie, si Jean-Marc, un homme de l'art, nous dira ce qu'il en pense. Tout à fait. Nous, on a mené le programme Casdar Métalae, qui a conduit à suivre les pratiques de 46 exploitations agricoles avant et après méthanisation. On est beaucoup en lien avec les retours terrain d'agriculteurs. Alors, j'ai envie de dire que quand les agriculteurs sont éleveurs dans l'âme, non, ils ne font pas passer leur cheptel plus de temps en bâtiment. Au contraire, on a des retours terrain qui nous montrent que grâce au digestat, on fertilise mieux les prairies, elles produisent plus de fourrage, elles produisent plus longtemps des fourrages dans l'année et donc leur temps de pâture des animaux est au moins équivalent à la situation avant méthanisation, voire plus longue, justement parce que les prairies produisent plus longtemps des fourrages. Voilà. Après, on a toujours quelques cas où effectivement des éleveurs qui ne sont pas éleveurs dans l'âme, mais agriculteurs ou énergiculteurs peuvent avoir des pratiques inverses à cela, c'est-à-dire faire passer plus de temps de leur cheptel dans les bâtiments ou carrément arrêter l'élevage au profit de la production de cives pour la méthanisation. Mais ce n'est pas une majorité des pratiques. Vraiment, les éleveurs qui sont éleveurs dans l'âme, ils aiment leurs troupeaux, ils sont là pour les bichonner. Et comme je vous dis, ils passent globalement au moins autant, voire plus de temps dans les bâtiments, dans les prairies. Et pour conclure sur les effets positifs de la méthanisation sur les élevages, on note dans le cadre du programme Métalae que le fait de curer plus fréquemment les effluents permet de générer moins de maladies aussi au niveau des cheptels, moins de mouches, donc moins de stress. Donc la méthanisation, quand elle est vertueuse, peut aussi s'inscrire dans le cadre d'un bien-être amélioré de nos cheptels. Ok, merci. Jean-Marc Onno, commentaire sur cette question du risque de claustration? Je pense que chaque éleveur s'adapte à son système. Donc, par rapport à, on va dire, à des agrandissements d'élevage, il y a un peu plus d'animaux qui sont notamment en bovin dans des étables. Mais aujourd'hui, je vois de plus en plus d'étables qui sont ouvertes sur 30, 40, 50 hectares tout autour. Donc, j'ai eu une réflexion il n'y a pas tellement longtemps, comme quoi les vaches, à partir de 20 degrés, ne sortaient plus dehors, préfèrent rester dans les bâtiments parce qu'elles étaient bien mieux
et que leur bien-être était plutôt là. Et puis, à l'inverse, en tant qu'éleveur de porc, la meilleure valorisation que j'aurai par la méthanisation, et j'y réfléchis, c'est de mettre mes cochons sur la paille. Donc, ne disons pas qu'un système, la méthanisation favorise en sens unique, on va dire, la claustration des animaux et des systèmes intensifs, parce qu'en fin de compte, dans la réalité, la méthanisation apportera un service et l'élevage évoluera en fonction de la mentalité de l'éleveur et surtout de l'adaptabilité de l'élevage à son mode de production. Il y a même un commentaire qui nous dit qu'il y a même des agriculteurs qui ont remis en place des troupeaux, bovins notamment, avec leur projet de méthanisation. Votre commentaire final, à vous, Jean-Marc Onneau, sur le travail, la production de cette étude, à la fois sur les scénarios, les recommandations de manière générale et les recommandations pour les porteurs de projets. Pour moi, il y a un élément important, porteur de projet. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les cultures principales doivent être la marge de sécurité. Donc, un projet doit être basé sur 2, 4, 5% maximum de cultures dites principales. Ce que j'incite tous les porteurs de projets, mais aussi les gens qui sont en activité, c'est de se rapprocher de groupes de travaux. Parce que, notamment sur les cives, la climatologie est très variable dans des petites régions. Et donc, l'exemple, par exemple, pour moi, cette année, j'ai encore fait du seigle en cive d'hiver. J'ai fait des tests avec d'autres collègues sur des orges. Compte tenu de la faible pluviométrie qu'on a eue depuis le début de l'année, eh bien, l'an passé, je mettrai 50% d'orge, 50% de seigle, parce que le rendement dans notre secteur, avec une climatologie moins favorable, amène à faire que l'orge est mieux placée que du seigle. Donc, toujours s'informer, toujours aller au contact des collègues, faire partir de groupes, et ça, c'est très, très important. Ensuite, je pense que l'administration aussi doit nous épauler dans certaines régions pour éviter les friches, parce que malheureusement, certaines régions, ce n'est plus de la déprise d'élevage, hein, c'est des friches qui vont arriver. Et comment la méthanisation peut justement, dans certains cas, remplacer des élevages qui n'ont plus leur place, qui n'arrivent plus à trouver leur place. Donc ça, c'est un point très important. Quant à la responsabilité donc, de l'augmentation des prix des matières dans certains secteurs par rapport à la méthanisation, comme je vous disais, ce n'est pas 200 hectares en Bretagne qui font monter le prix du maïs, c'est tout le contexte qu'il y a autour. L'an passé, on était bien content de trouver des méthaniseurs parce qu'on a fait des rendements exceptionnels en maïs et nos maïs, on ne pouvait plus les sécher dans les séchoirs, il n'y avait plus de place. Donc, on a été bien content de les trouver. Et mon dernier point, c'est qu'on parle aussi de l'augmentation des prix des terres par rapport aux méthaniseurs. Dans mon secteur, je suis un des rares méthaniseurs à proximité. Les prix des terres ont augmenté parce qu'il y a différents éleveurs, gros éleveurs, qui avaient des moyens et qui ont racheté ces terres et qui ne sont pas méthaniseurs. Donc, ne tirons pas de généralité de quelques cas et vice-versa. Alors, parmi tous les commentaires, ce commentaire qui peut sembler cocasse, mais qui est présenté par Demeter Energy, nous avons installé des ventilateurs, filets brise-vent automatiques et de la brumisation dans nos stabulations et les vaches ne veulent plus en sortir. D'autres commentaires que vous retrouverez en effet sur le chat. Il y a beaucoup de commentaires du coup qui amènent à un débat sur l'évolution du cheptel en France. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il se situe dans ce même cadre. Est-ce que Céline Laboubé, est-ce que Clémence Grosse, avant que je ne passe la parole à Cécile Frédéric pour la conclusion de ce webinaire, vous voulez rajouter un mot en fonction de tous les commentaires qui sont apparus sur le chat et des débats que ce webinaire a suscité? Clémence Grosse. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je pense qu'effectivement, la question de la place de la méthanisation, cette question-là pose la question de l'évolution de l'élevage et de l'évolution des effectifs de cheptel, qu'effectivement, le développement de la méthanisation peut accompagner une baisse progressive du cheptel. C'était effectivement pas l'objet spécifique de cette étude qui était portée par France Gaz Renouvelable, donc acteur de la méthanisation, et que je pense que c'est un sujet qui devrait être
débattu et échangé entre les représentants de la filière agricole et les représentants de la méthanisation, mais il y a certainement des synergies et une réflexion globale à avoir sur la politique publique qu'on veut mener, les types l'évolution des filières qu'on veut voir dans nos territoires aujourd'hui. Non, mais c'est passionnant parce qu'on est dans un débat actuellement sur le Green Deal, le pacte vert, sur Farm to Fork, sur l'idée de décroissance ou pas, et en particulier sur la question de la viande et des cheptels. Et au fond, la dimension pratique, le cas pratique qui est celui de la méthanisation, ramène à ce débat avec sa dimension que vous avez bien pointée de risque éventuel, mais aussi vertueux d'économie circulaire. Cécile Frédéric, on va conclure sur ce point. Alors, beaucoup de pédagogie grâce à cette étude, beaucoup d'éléments très riches avec des scénarios évoqués et puis des recommandations. C'est-à-dire qu'au fond, vous venez d'offrir un cadre presque pédagogique pour la méthanisation. C'était tout l'objectif de cette étude. L'objectif de cette étude, et on le voit bien, on est quand même une filière, la méthanisation, une filière récente, mais qui se professionnalise. France Gaz Renouvelable porte un certain nombre d'études. C'est le 3e webinaire qu'on fait dans ce cadre. Il y avait une question sur la question de l'eau, j'ai vu dans le chat. Nous avons fait une étude sur la méthanisation et l'impact sur la qualité de l'eau. Donc voilà, on est une filière qui se développe, mais qui se développe en cohérence avec les systèmes, avec une volonté d'être en cohérence avec les systèmes agricoles et de faire évoluer ces systèmes aussi. La question politique de quel type de méthanisation on veut, quel type de politique agricole, c'est un débat beaucoup plus vaste dont l'étude, qui n'était pas le propos de l'étude aujourd'hui. Ce que je voudrais rappeler quand même, et qui était vraiment l'objet de l'étude, et je salue le travail fait par IKER et Solagro pour France Gaz Renouvelable et toutes les interventions d'aujourd'hui, c'est quand même par rapport à ce débat, on voulait vraiment répondre à cette question, à ces remontées de terrain ou ces remontées de l'administration qui nous posent des questions sur cette concurrence entre culture pour la méthanisation et culture fourragère. On voit bien que aujourd'hui la méthanisation a peu d'impact sur la ressource fourragère disponible et que on est dans un contexte plus global, à la fois plus global avec des cultures fourragères qui ont un rendement qui peut être très variable et une déprise de l'élevage, et donc on est vraiment sur des choses qui peuvent être ponctuelles, très locales et qui, à notre sens, doivent se régler à ce niveau-là. On a bien vu qu'au niveau départemental ou régional, il n'y a aujourd'hui pas de concurrence et que la concurrence ne va pas se développer si on développe cette ressource que sont les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Je voulais aussi pointer qu'au-delà de ce sujet, il faut toujours rappeler que la méthanisation présente de nombreuses externalités positives pour l'ensemble des territoires, et notamment la création d'emplois ou la transformation aussi de ce modèle agricole. On voit bien que, en tout cas, les retours terrain qu'on a de nos agriculteurs méthaniseurs qui font partie de France Gaz Renouvelable montrent qu'ils sont toujours dans une démarche souvent de transformation de leur système agricole vers plus d'agroécologie. Je ne vais pas rappeler les bienfaits du Digestav. Voilà. Et que ces nouvelles pratiques ont aussi des bénéfices pour les éleveurs. On l'a vu dans le chat sur les commentaires. Donc voilà, je voulais mettre en avant ces points-là, ces bénéfices de la méthanisation sur les ressources et sur l'économie circulaire qui doit se développer aujourd'hui dans notre pays. Vous disiez, la méthanisation est une filière jeune encore, qui tente de se professionnaliser. Vous avez fait cette étude pour essayer de bien identifier le cadre dans lequel agir, pour essayer de réduire les risques, le cas échéant, et notamment sur cette tension fourragère, mais pas que, puisque en effet, on a déjà traité de la question de l'eau, par exemple. Et l'objectif étant de se situer dans un cercle vertueux, une dynamique
hein, et notamment d'économie circulaire, qui apporte à tous et que tous soient gagnants-gagnants. Alors, il y a beaucoup de demandes, enfin tous les intervenants, il y avait un peu plus de 150 inscrits, vous étiez 146 il y a encore peu de temps présents, donc ça a été très suivi et je vous en remercie. Vous avez l'air assez passionné pour beaucoup d'entre vous. Certains même disaient finalement ça pourrait être présenté comme ce webinaire comme élément de pédagogie auprès des formateurs agricoles ou dans les écoles agricoles, les lycées agricoles. Quoi qu'il en soit, comment, Cécile Frédéric, peut-on se procurer l'étude ? Alors, le webinaire sera mis en ligne sur notre site internet, sur notre page YouTube, puisque nous avons une de France Gaz YouTube, Renouvelable, la page de France Gaz Renouvelable, mais vous le trouverez sur notre site internet gazrenouvelable.fr et vous pourrez aussi y retrouver les autres webinaires que je vous invite à regarder sur la question de l'impact de la méthanisation sur la réduction des gaz à effet de serre et sur la qualité de l'eau. Et donc avec le webinaire, l'étude. Tout à fait. Avec les chiffres, avec les schémas. Vous aurez accès à l'ensemble de ces données. Et le travail réalisé. Notre objectif est bien de mettre à disposition de l'ensemble des parties prenantes, je vais le dire comme ça, des études étayées sur l'impact de la méthanisation. Alors, je voudrais remercier Jean-Marc Conneau, agriculteur et vice-président des Méthaniseurs de France, qui était avec nous depuis la Bretagne et pour ses commentaires. Les deux chevilles ouvrières réalisatrices de cette étude, donc Clémence Grosse, qui est avec nous et qui est d'I-Care, consultante chez I-Care, et Céline Laboubet, qui était avec nous depuis Toulouse, de Solagro, elle-même aussi experte en la matière. Merci à tous les trois pour vos précisions et vos informations et vos commentaires et ce travail, cette étude passionnante. Merci à toutes et à tous de votre participation et à bientôt peut-être pour un prochain webinaire de France Gaz Renouvelable sur la méthanisation.